Voilà, je viens d'activer mon stream, parce que du coup, il y a un support pour cette présentation, comme ça vous pouvez suivre aussi en images, accompagné du coup de la présentation de Mathieu. Mathieu, tu es avec nous? Ouais, bonjour. Bonsoir. Salut Mathieu, merci, merci d'être parmi nous. C'est super cool de pouvoir présenter un peu Karel Butine, l'association, et également ce qu'on va faire ensemble dans le cadre du projet. On vous a déjà présenté brièvement sur Twitter, mais votre action, elle est beaucoup plus large et en tout cas, elle ne tient pas uniquement à un thread. Donc, je trouve que c'était intéressant de partir sur une AMA, sur une petite présentation de ce que vous faites, afin de couvrir ça plus en détail. Merci à tous ceux qui sont dans l'AMA. Je vous prie de couper votre micro, comme ça, on entendra bien du coup ce que dit Mathieu, et à la fin, on aura une petite séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. N'hésitez pas à aller sur mon stream, et du coup, Mathieu, présente-nous un petit peu Karel Butine, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, comment ça a été fondé, quelles sont les actions, dis-nous tout. Ouais. Alors, Karel Butine est une association d'éducation à l'environnement. Concrètement, on crée des programmes pédagogiques et des outils de sensibilisation pour aller sensibiliser les jeunes générations à la sauvegarde de la biodiversité à travers la problématique de l'abeille. Alors là, j'ai un problème de son là. J'entends ceux qui arrivent et ceux qui partent. Donc j'ai un retour son qui est pas bon. J'essaie de. Ah ouais, alors attends, je vais voir que je sais pas non plus comment Parce le que là, c'est. désactiver, pour être honnête. C'est Parce vrai que qu'il y là, a pas mal de... c'est. Ok. Waouh. Ça marche. Essayez d'éviter les... Ouais, ok. Ouais, je vais me débrouiller. Ouais, ouais. Donc, je disais, oui, donc Karel Butine est une association d'éducation à l'environnement. Donc, on crée des programmes pédagogiques, des outils de sensibilisation. Donc, la moitié de l'asso, on est une dizaine de personnes. La moitié, ce sont des designers et des graphistes. Et l'autre personne, et les autres, ce sont plutôt des scientifiques qui travaillent autour de la biodiversité ou de l'abeille en général. Donc, des personnes qui sont de l'INRA ou de l'Institut de l'abeille. Donc nous, on va concrètement, hein, on va dans les classes d'école et à travers différents programmes, et notamment un programme qui s'appelle Abeilles au pluriel en classe, à travers 6 sessions, euh, de l'école jusqu'au collège, on arrive à faire prendre conscience aux enfants des dangers actuels et de l'intérêt de préserver la biodiversité. L'abeille est un outil, une porte d'entrée qui est extrêmement intéressante puisqu'elle parle un petit peu à tout le monde. Elle est en danger, malgré ce qu'on dit, elle est en danger, qu'elle soit domestique ou sauvage. Les choses vont quand même mal, donc on sensibilise et on sensibilise aussi les adultes à travers, je y reviendrai plus tard, des portes ouvertes que l'on fait. Et donc nous, l'asso, elle existe depuis maintenant 4 ans. Et on a voulu d'entrée être vraiment indépendant des collectivités territoriales. On ne voulait pas passer notre temps à monter des dossiers de subvention, à être copains avec les politiques pour espérer avoir des subventions. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu un petit peu le concept du parrainage de ruches. Le parrainage de ruches, c'est quelque chose qui existe depuis une trentaine d'années. Et donc nous, on s'est interrogé, donc on a fait une étude pour voir vraiment comment on pouvait intervenir sur ce dossier-là, et avec des copains apiculteurs professionnels, hein, puisqu'on est tous quand même au moins apiculteurs amateurs à l'assaut. Et on a revu ce concept, c'est-à-dire qu'avec Karel Butine, on va forcément aider un apiculteur qui est soit en jeune installation, soit qui fait une démarche de transition, qui va vers une apiculture bio, soit qui est dans une démarche spécifique. Démarche spécifique chez nous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime sensibiliser et qui va sur nos ruchers pédagogiques pour sensibiliser. Donc aujourd'hui, on aide
une dizaine d'apiculteurs ou même 12 apiculteurs et il y en a 3 qui sont en train d'arriver. Donc on a tout un système de cahier des charges euh, sur lequel on vérifie que notre action elle soit vraiment intéressante pour l'apiculteur et pour les parrains. Et donc voilà, donc on intervient sur des zones dans toute la France. Et à côté de ça, l'association gère des ruchers pédagogiques, donc il y en a plusieurs. Et il y en a 2 nouveaux là qui vont arriver sur Montpellier et Aix-en-Provence. Mais on a un peu un rucher pédagogique star qu'on voit un petit peu en ce moment, c'est celui du Rocher des Dons à Avignon, parce que on a la vue sur le pont d'Avignon qui est très connu, et puis surtout on est au cœur de la ville, ce qui nous permet de permettre à beaucoup d'enfants d'école d'être sensibilisés. Voilà. Alors là on voit le Palais des Papes, on s'occupe aussi d'une ruche au sein du Palais des Papes, qui est un monument historique et qui attire beaucoup de visiteurs. Ouais. On n'entend pas. Allô? Ouais, tu peux reprendre, désolé, il y avait un membre qui avait oublié de couper son micro. Ok, d'accord. Et donc voilà, donc ça c'est le partenariat que l'on fait avec la ruche du Palais, où là on va sensibiliser les touristes qui sont de passage sur Avignon. Et voilà, donc on leur explique à travers une ruche pédagogique comment s'effectue, comment fonctionne une colonie, le rôle et l'intérêt de l'abeille, et surtout les dangers aujourd'hui de l'abeille et pourquoi il faut préserver l'abeille. Si tu mets l'autre slide, je pense qu'elle est... Ouais, sensibilisation des parrains. Donc là, on est en pleine période justement, ce qu'on appelle nous les portes ouvertes, où les parrains, ils viennent voir leur ruche. Ils ont une ruche ou une moitié d'une ruche ou un quart de ruche, ils viennent en famille ou seuls voir leur ruche en attendant d'avoir leur miel directement chez eux. Ils viennent un petit peu avec nous voir leur ruche. C'est plutôt super sympa, c'est des super moments. Les parrains, ils sont super sensibles à ça. C'est vrai que c'est top. Et donc là, on voit très mal, mais là, c'est le rucher du Pont de Gau. Et c'est un rucher qui est un peu extraordinaire parce que on est dans un centre ornithologique. Et donc, on fait des ouvertures de ruches en dessous de vols de flamants roses. Donc ça, c'est incroyable. Donc voilà, donc c'est l'envoi du miel aux parrains. On s'occupe de la mise en pot, de l'extraction, comme vous pouvez voir. Et après, les parrains, ils reçoivent leur pot de miel. L'emplacement des ruchers est aussi important. Ce sont des ruchers alors qui sont uniquement sédentaires. On ne va pas rentrer dans la technique, mais des ruchers qui sont uniquement sédentaires et des ruchers qui se trouvent uniquement dans des espaces protégés, que sont les parcs nationaux, les parcs régionaux. Voilà, donc là on voit une partie de l'équipe à gauche là en vert. Voilà, il y a plein de projets. Ouais, exactement. Et sur la partie de sensibilisation, on est en train de mettre au point une mallette autonome parce qu'on s'aperçoit que notre programme ABI en classe, il est fantastique, mais on peut pas sensibiliser beaucoup de classes. On fait une trentaine d'écoles, une cinquantaine d'écoles. Et donc on aimerait vraiment qu'il y ait une mallette autonome pour que les enseignants puissent eux-mêmes déjà agir auprès de leurs élèves. Donc ça, c'est le gros projet de cette année. Qui est assez compliqué parce qu'on doit faire des tutos, on doit leur expliquer, il faut que ce soit avalisé par le rectorat. Enfin, c'est des gros projets à mener, mais ils sont super excitants. Super. Et moi, du coup, j'avais une question et je pense que certains membres de la communauté se la posent également. Là, on a parlé du coup des ruches principalement sur Avignon et ses alentours. Mais si j'ai bien compris, vous avez aussi des ruchers, enfin des apiculteurs partenaires un petit peu dans toute la France. Exactement, vraiment, c'est sur tout le territoire. Alors, c'est vrai que basé plutôt principalement dans le sud-est, mais là, il y a des ruchers qui sont vraiment en Bretagne, dans l'Oise à côté de Paris, dans le Vercors. Vraiment, on est sur tout le territoire et on va de plus en plus sur le territoire français. Ça marche. Et au niveau Vraiment, au début, des... c'est vraiment... oui. Oh, vas-y, finis, excuse-moi. Non, on a commencé, c'est vrai, autour d'Avignon. Au début, c'était des copains, et puis après, il y a eu un petit engouement, donc c'était autour d'Avignon, puis après, c'était les régions autour, et là, on va un peu plus loin aujourd'hui.
C'est vrai qu'on a, ça fonctionne très bien, pour être honnête. Et on est même un petit peu dépassé. Donc on est en train de refaire un peu nos outils informatiques. On est en train de refaire notre site. Ça fait 1 an qu'on refait le site. Mais on touche à la fin. On y est presque. On y est presque. Bah, c'est super. Et au niveau des espèces d'abeilles, parce qu'il y a plein d'espèces d'abeilles différentes, est-ce que vous focalisez aussi vos efforts au niveau de la régénération de la biodiversité et aussi de la sauvegarde des abeilles sur un type d'abeille en particulier, ou c'est plus sur différentes espèces? Si tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être à ce sujet-là. Ouais. Alors, on parle pas d'espèces d'abeilles, on parle plutôt de sous-espèces, parce que ça Mm. reste quand même de l'Apis mellifera. Euh, alors, moi je dis, c'est une très très bonne question, hein, mais qui est sujet à polémique. Et donc, moi je vais quand même rester dans un certain consensus. C'est-à-dire que nous, les apiculteurs que l'on aide, font leur propre sélection. Et nous, dans le cahier des charges, on n'intervient pas sur la sélection. Qu'il soit en abeille noire, en buckfast, en ligustica, en carnica, c'est sa démarche à lui. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il est en transition bio, est-ce que c'est un jeune qui vient de s'installer, est-ce qu'il fait des démarches de sensibilisation. C'est ça qu'on va regarder. Après, ça lui appartient. Sa sélection, ça lui appartient. Après, j'ai envie de te dire, quand je discute un petit peu avec les copains de l'INRA, ils t'expliquent que tout est un petit peu hybridé. Et Mm. attention un petit peu à cette mode de dire il faut de l'abeille noire, il faut de l'abeille noire. Voilà. J'ai fait une réponse qui est plutôt pas mal. Yes, bien sûr. Et pour revenir un petit peu, un peu à la source du problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut aider les apiculteurs parce que c'est un métier qui devient de plus en plus difficile. Mais pourquoi ça au final? Quels sont les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans l'apiculture? Et qu'est-ce qui décime au final les colonies d'abeilles aujourd'hui? Enfin, d'où vient le problème au final? Les problèmes, ils sont multiples, différentes sources. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a des pertes hivernales de 30%, c'est-à-dire qu'il y a 30% des colonies qui disparaissent chaque année. Il y a un dérèglement climatique qui fait que les saisons, elles sont différentes, les années sont différentes. Et il n'y a aucune garantie pour l'apiculteur de faire du miel. Bien souvent, du coup, certains apiculteurs s'adaptent. Donc, ils vont chercher les floraisons. Donc, ils prennent des ruches dans un camion et ils vont chercher la floraison pour essayer de faire du miel. Donc, évidemment, nous, c'est pas une apiculture que l'on soutient. Ouais. Même si ça reste de l'apiculture et ça reste de l'apiculture, voilà. Nous, ce qu'on soutient, c'est plutôt une apiculture sédentaire parce qu'on veut aller un peu plus loin. On est une association d'éducation à l'environnement. On est une association qui est écolo, engagée. On est pour aussi avoir un équilibre entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages. C'est un vaste sujet qui est vraiment tendancieux, mais il faut créer cet équilibre entre finalement l'homme et la nature. Et cet équilibre, il est démontré uniquement sur des ruchers sédentaires. C'est pour ça qu'on ne soutient pas l'apiculture transhumante. Et là, c'est aussi une très bonne réponse que j'ai faite. C'est tendancieux, c'est une bonne question que tu poses, hein, Lucien. C'est vraiment les sujets actuels. Après, il faut répondre vraiment honnêtement. Et voilà, là, c'est une réponse qui est acceptable. Ouais, non, carrément. Et on entend souvent parler, nous, vous nous en avez parlé quand on était venu directement vous voir. On entend souvent parler de 2 choses qui sont le varroa et les frelons asiatiques. Est-ce que c'est vraiment dévastateur aujourd'hui, en tout cas en France, pour les abeilles, pour les ruches? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, le varroa dévastateur, oui, mais le varroa, il est installé depuis tellement d'années, si tu veux, que maintenant, ça fait partie je dirais, ça fait partie de l'exploitation des ruches. C'est-à-dire que dans un modèle qui est pseudo-agricole, lutter contre le varroa, ça fait partie du système. Donc le varroa, il est installé. Le frelon asiatique, oui, il est là depuis quelques années, mais ça dépend de son taux de croissance. C'est-à-dire en tout cas, lorsque le frelon est là, tu as beau mettre tous les pièges ou les systèmes qui existent, quand il attaque un rucher et tu peux perdre 2, 3, voire 4 ruches sur un rucher. Donc c'est un phénomène qui vient s'amplifier avec le changement climatique, avec le pesticide, où tu peux avoir quand même des intox, avec le fait que
Les printemps sont quand même de plus en plus compliqués, donc le démarrage des colonies aussi. Voilà, c'est de plus en plus l'apiculture et c'est de plus en plus compliqué et il y en a plein qui arrêtent. Il y a plein d'amateurs, et de plus en plus d'amateurs. Le problème, c'est que les amateurs, ils n'ont pas forcément les bonnes pratiques. Ouais. Et puis, c'est pas eux qui vont aussi produire du miel pour le marché alimentaire, parce que le miel et les produits de la ruche, ça reste quand même des médicaments. Hein, la propolis, gelée royale, même le venin d'abeille, tout ça, ce sont quand même des médicaments. Euh, donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, on voit qu'il y a soit des apiculteurs qui sont quasiment industriels, avec 2000 ruches, voire 5000 ruches, soit vous avez le petit amateur qui a une dizaine de ruches. Entre, Et ouais. évidemment, il y en a, hein, mais c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Ils ont des problèmes de trésorerie. Là, la matière première, elle a augmenté sur tous les produits liés au bois, donc à la ruche. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et tu parlais du coup des apiculteurs amateurs, et, Mm. euh, et du coup ça suppose aussi la question de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui pour un amateur, quelqu'un qui a un petit jardin et qui veut à son échelle justement installer des ruches et mettre un pied un petit peu là-dedans, est-ce qu'il existe des formations qualitatives pour apprendre justement les bonnes pratiques et à faire les choses correctement? Oui, alors il y a deux, trois, il y a des clubs, hein, des clubs urbains qui se créent. Nous, on est en train d'en créer un. Mm. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Après, il faut vérifier quand même la philosophie du club, c'est-à-dire comment les ruches vont être tenues, les différentes écoles. On dit même qu'il y a autant d'apiculteurs que d'apiculture, ou d'apiculture que d'apiculteurs. Après, il y a les ruchers écoles. Les ruchers écoles qui sont tenus par les syndicats apicoles, Ouais. sur lesquels vous pouvez apprendre les bases. Ça, c'est aussi très intéressant. Après, moi, ce que je recommande, c'est toujours essayer de commencer toujours avec 3 ruches et non pas Mm. une seule ruche pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ouais. Après, à l'assaut, on nous appelle, je pense que 2 à 3 fois par semaine, hein, sur des amateurs qui ont des problèmes avec leur ruche parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il faut savoir, voilà, c'est une responsabilité de prendre un essaim, une colonie d'abeilles, ça peut monter jusqu'à 60 000 abeilles, 70 000 abeilles, donc une ruche. Donc c'est quand même une certaine responsabilité. Il faut bien faire les choses. Voilà, c'est un être vivant. Voilà, c'est pas quand on s'y engage, il faut vraiment bien réfléchir, peser le pour et le contre et savoir que c'est un être vivant. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui arrêtent. Il y a beaucoup d'amateurs qui font une saison et qui arrêtent parce qu'en fait c'est super technique. Mm. Ce qui est Ouais, ouais. intéressant d'ailleurs, hein, l'apiculteur il aime la technique parce que l'apiculture c'est super technique. Ouais. En tout cas, Mais du coup, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, quoi, de se dire je vais juste installer des non, ruches, je vais les non, laisser il y en comme a. ça pendant une année et ça va faire du miel et ça va aider à la cause, quoi. C'est vraiment quelque chose. Non, non, non. Ah, puis le miel, c'est quand on est amateur, c'est le surplus en fait, hein. C'est Ouais, le cadeau. C'est forcément pas le but. ouais, Le ouais, but, ouais. c'est parce qu'on est intéressé par les abeilles. Que ça nous fascine et qu'on trouve que le système de la colonie, c'est un peu fascinant, cette dynamique finalement d'abeilles qui ont une durée de vie entre 30 et 40 jours et qui est toujours là, donc qui s'autogénère. On parle de dynamique. Ça, c'est super intéressant. Il y a une hiérarchie qui est intéressante. C'est fascinant. Moi, à titre d'exemple, moi, je suis tombé un petit peu dans les abeilles parce que j'avais un métier qui était ultra stressant, dans le Mm. métier de conseil. Je travaillais beaucoup. Et pour me détendre, il fallait que j'aille courir une dizaine de kilomètres. Et à la fin, j'étais enfin reposé. Eh bien, le côté magique, c'est qu'avec les abeilles, quand j'ai découvert ça, c'est que je prenais un cadre, je regardais, et au bout de 2 minutes, j'étais tout calme, j'étais reposé, comme si j'avais couru pendant 10 kilomètres. Il y a une magie qui se crée, il y a une relation homme-abeille. Mm, 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 mm. Ouais, Il y a- carrément. Et tu nous as aussi envoyé, on les a pas encore toutes publiées, mais des photos du coup de la première ruche installée. Et c'est vrai ouais. qu'on voit les cadres qui sortent, tout ça fourmille de partout, c'est assez dingue. Et à voir en vrai, c'est aussi quelque chose. Donc carrément, carrément ça, on est impatient justement de partager ça aussi avec la communauté. Là, on a pas mal parlé du coup des abeilles, etc. Mais il y a une grosse partie de votre mission avec Karel Butine, c'est l'éducation. Du coup, c'est principalement intervenir dans des écoles. Euh,
comment ça se passe au niveau, enfin, pourquoi déjà intervenir dans des écoles? Est-ce que vous pensez que vraiment intervenir auprès des jeunes générations, ce que vous ciblez, c'est au final de, que les parents prennent conscience ou que ce soit les jeunes générations, comment vous y prenez? Puis au final, c'est des enfants assez jeunes, quoi. Ce sont des enfants. J'imagine qu'il y a un travail de pédagogie assez spécifique aussi derrière tout ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, ces ateliers-là? Alors oui, on a tout un catalogue de formations, puisque nous, on crée des jeux au quotidien. C'est un peu notre mission, hein. Nous, c'était sur la question de l'engagement, finalement. Comment on peut s'engager pour faire changer les choses? Il y en a qui vont militer dans la rue, qui vont se déguiser en abeilles, s'enchaîner. Il y en a qui vont écrire des pétitions, ce qui est très bien aussi, hein. Il y en a qui vont faire grève, il y en a qui vont faire des trucs vraiment... Nous, on a choisi les enfants parce que c'est la génération de demain. On considère qu'un enfant aujourd'hui, les enfants, c'est 100% des adultes de demain. Que le monde qu'on est en train de leur laisser est extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que 70% des insectes ont disparu d'Europe. C'est pas demain, ça c'est fait. Il y a 70% des insectes qui ont disparu en Europe. La question, c'est comment on fait demain. Il y a des enjeux qui sont terribles demain. Donc nous, on veut les préparer. Et on ne veut pas, parce qu'on travaille sur l'éco-anxiété, on ne veut pas montrer aux enfants des images d'abeilles mortes, des images de pesticides. On veut leur montrer aussi le côté magnifique de la nature, magnifique de la pollinisation. Parce que on n'en a pas parlé, mais s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de nourriture. Et nous, on ne mange plus, hein. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Il n'y a pas de biodiversité. La biodiversité aussi, c'est un centre de ressources des médicaments de demain. On est en train de perdre. Que les maladies qu'on pourrait guérir demain, on est en train de les perdre aujourd'hui, en ne préservant pas notre biodiversité. Que préservent évidemment les insectes pollinisateurs. Les enfants, je le disais, hein, c'est les adultes de demain. On le fait avec bienveillance. Et donc il y a tout un système, un catalogue. On fait même une danse de l'abeille, où là, c'est plutôt les maternelles qui vont danser, qui vont faire la danse de l'abeille. Les enfants, après, ils nous questionnent. Alors, on devient vite monsieur miel, monsieur abeille. Mais les enfants, ils ont les yeux... ils sont magnifiques, ils sont contents. Et nous, quand on fait ça, après une animation, on est super contents parce que les enfants, ils sont heureux. Les maîtres d'école, les maîtresses, ils nous laissent complètement faire. Au début, ils aiment bien maîtriser un petit peu le ton de la classe, mais après, ils trouvent ça tellement génial que eux aussi... Et donc, on est un peu demandé partout. On ne peut pas aller partout pour le moment, parce que ça a aussi des coûts que nous, on prend en charge, mais, à travers le parrainage, mais c'est quand même des coûts qui sont importants. Mais c'est fantastique, c'est fantastique. Voilà. Et au final, là, actuellement, sur les interventions dans les écoles, j'imagine que c'est principalement à Avignon et ses alentours. Alors aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, il y a eu 5 ou 6 animations. Donc il y a eu 2 maternelles sur Avignon, une école sur Avignon, et il y a eu un truc sur Montpellier aussi. Et il y a eu quelque chose dans l'Oise, à Monchy, je crois. À Monchy, il y a eu aussi une animation dans une école. Alors après, les apiculteurs partenaires, ils interviennent aussi, si tu veux, dans des séances de sensibilisation. Parce que, si tu veux, il y a des V1, il y a des V2 sur abeilles en classe, mais la sensibilisation, elle peut durer sur 2 séances, sur 3 séances ou sur 5 séances. Quoi qu'il arrive, à la fin, on emmène les enfants découvrir une ruche. Donc, ils s'habillent en cosmonaute. Tu vois, une photo, là, on voit très bien les enfants en cosmonaute. Et ils vont matérialiser ce qu'on leur a montré, si tu veux. Évidemment, ils adorent. Les adultes aussi, évidemment. C'est le moment un peu phare de l'animation, quoi. Mais, Et vous faites aussi du coup du parrainage de ruches en entreprise. Est-ce que sur ce parrainage de ruches-là, est-ce que ça implique également aussi des déplacements dans les entreprises à des fins éducatifs pour les employés, pour aussi les sensibiliser à la cause, en plus justement de l'installation de ces ruches-là? Exactement. On propose aussi aux entreprises de pouvoir parrainer leurs ruches. On met le logo. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'entreprise, vraiment, elle fait une démarche qui est un peu plus... Parce que nous, on est dans une relation plutôt de partenaire avec eux. Et les entreprises vont amener leurs salariés. Donc nous, on commence à faire un webinaire sur la pollinisation, que l'on tient généralement entre midi et 2, avec tous les salariés de l'entreprise. Donc quand c'est une société qui fait 10 personnes, et il y a des sociétés des fois qui font 1000 à 2000 personnes, hein.
Donc c'est pas simple, mais on le tient. Donc on fait plusieurs séances de webinaires et après on invite les salariés à aller découvrir leur ruche. Et pour Noël, ils reçoivent en plus, ils reçoivent le petit pot de miel personnalisé au nom de l'entreprise et ça, ils aiment bien, quoi. Super. Et du coup, là, actuellement, Karel Butine, c'est vraiment une action qui est concentrée en France. Est-ce que, du Oui. coup, dans les tuyaux, ou en tout cas dans les prochaines années, vous aimeriez aussi, par exemple, intervenir également dans des pays frontaliers, que ce soit pour le parrainage de ruches ou même pour l'éducation, j'imagine déjà aussi couvrir davantage la France. En tout cas, pour le parrainage de ruches, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous envisagez dans les prochaines années? En tout cas, qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Karel Butine et qu'est-ce que vous voudriez, où est-ce que vous voudriez aller plus loin, quoi, dans quel domaine, dans quelle direction? Alors on s'interdit rien parce que on s'amuse beaucoup, on se sent utile et on a des super retours. On avance, on a beaucoup de projets en cours, on a beaucoup de demandes. On essaye de répondre un petit peu à toutes les demandes. Oui, il y a des projets à l'international, concrètement. Par contre, ça nous intéresse, mais on veut quand même consolider ce qu'on fait sur le territoire national, sur lequel c'est pas encore fini. Donc d'abord, on veut consolider, mais on discute sur des projets internationaux, notamment en Afrique, Madagascar, Togo, Mm, mm, mm. pays, États-Unis aussi. Donc on discute et si on y va, c'est parce que ça sera bien fait. C'est pas juste pour voyager. Ça sera bien fait. Ça marche super. Bah, je pense que moi, de mon côté, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais en tête. Si j'ai raté des questions sur le chat, n'hésitez pas à les reposer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à prendre la parole, c'est quand même plus sympa. Et comme ça, Mathieu peut aussi y répondre. J'avais vu une question passer euh, qui, du coup, ouais, qui demandait si vous étiez en partenariat avec des apiculteurs en Bretagne. Oui, nous sommes en partenariat avec Yannick, qui est un jeune apiculteur. Yannick, oui, vers Plessé. Oui, donc la réponse, oui, c'est un super apiculteur. C'est du miel de sarrasin, de mémoire. Et il est vers Plessé. Et il a 2 ruchers au parrainage. Il y a un rucher qui est complet. Mais celui de Plessé, je crois qu'il reste encore quelques ruches, oui. Super. J'en profite également, puisqu'on a pas mal de nouveaux du coup sur le Discord et de Oui, personnes qui sont pas encore peut-être appropriées le projet. Et je pense que c'est cool aussi de te présenter un peu qu'est-ce qu'on va faire ensemble, i5 et Karel Butine. Du coup, de notre côté, ce qu'on va faire avec vous, ça va être du coup l'installation de 35 ruches à Avignon et également aussi un peu dispersées dans toute la France. Également, régulièrement, vous allez faire remonter des données concernant chacune de ces ruches. Et nous, via notre dashboard avec de la data visualisation, on va essayer de les afficher de manière un petit peu ludique et de manière un petit peu sympa, justement pour les holders, pour la communauté, pour ceux qui ont des abeilles. Donc en fait, en ayant une abeille, vous contribuez en tout cas à parrainer une ruche et in fine aussi à la période de la récolte. Comme l'a expliqué Mathieu quand il parlait du parrainage de ruches, vous recevrez également un pot de miel au final de la ruche que vous avez parrainée. À côté de ça, donc ça c'est vraiment sur l'aspect installation des ruches, mais à côté de ça, on va également soutenir Karel Butine dans leur mission justement d'éducation, qui est aussi, comme Mathieu l'a évoqué, un gros aspect aussi de Karel Butine. On veut aussi les accompagner là-dessus et les supporter aussi là-dedans. Euh, Aujourd'hui, on a une première ruche qui a été installée aussi suite à la vente aux enchères de la Biscull en collaboration avec le projet Mad Skulls il y a quelques semaines. Et du coup, cette vente aux enchères a permis aussi l'installation d'une première ruche dont une première vidéo a été postée dans Public Building. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à jeter un œil. Et du coup, voilà. Dis-moi, Mathieu, je pense que j'ai rien oublié, mais si jamais, n'hésite pas à compléter. non, t'as été top, c'est clair. Après, oui, on a des projets de miellerie pédagogique avec une maison de l'abeille, mais peut-être qu'on en parlera une autre fois. Ouais, carrément, Ouais. carrément.
N'hésitez pas, hein, dans la communauté si vous avez des questions. Mais je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est que Mathieu t'a très très bien expliqué. Donc, Yes. donc c'est la bonne nouvelle. Et donc là, on peut voir la vidéo du coup. On peut voir la vidéo. Alors, j'ai posté que la première, tu sais, que tu m'as envoyé, celle qui fait 8 Ouais. secondes. L'autre, je la réserve un petit peu pour plus tard, vu qu'elle est vraiment sympa. Faut qu'on garde des munitions quand même pour les Un prochains petit jours. peu. Un petit peu. Ouais. Donc là, j'ai posté un petit aperçu et la prochaine dans les prochains jours, quoi. Alors, je regarde si je vois pas de questions dans le général, enfin, dans le channel français. Ipman, pour poser une question, tu peux soit la poster dans le channel dans lequel tu es, French, ou sinon tu peux prendre la parole directement en vocal. Mais si tu préfères pas, tu peux l'écrire, il n'y a pas de souci. Oui, bonsoir. Ah, bon, ça. Oui, j'avais une question. Du coup, je voulais savoir si je discutais avec une personne du chat de la team et j'aurais aimé savoir si vous créeriez une collection qui viendrait qui serait sur Elrond ou ça va être exclusivement sur, sur Avax. Avalanche. Alors, Avalanche. je vais prendre le relais, parce que Mathieu, du coup, il est de l'association Carrel Ah, Butin, d'accord, ok. qui est notre partenaire. Donc, enfin, on a beaucoup parlé de blockchain, etc., mais je pense que je serais plus habilité à répondre à cette question. Du coup, non, nous, on a choisi Avalanche pour plusieurs raisons. Tu soulignais, du coup, que Elrond est carbone neutral. Avalanche l'est aussi depuis fin 2021. D'accord. Derrière, il y a aussi un choix technologique, c'est-à-dire que nous, dans l'équipe, notre développeur travaille du coup sur Solidity et pas du tout sur Rust. Donc il y avait aussi un choix technologique derrière tout ça. Et, euh, et enfin aussi, le choix aussi a été motivé par le marché adressable, hein, en termes de TVL, qui est plus importante sur Avalanche. Et aussi, on est assez familier avec l'écosystème des NFT sur Avalanche. On connaissait déjà quelques porteurs de projets. Donc ça nous a aussi conforté à nous diriger vers un écosystème qu'on connaissait davantage. Donc on prévoit pas de passer sur Elrond, même si c'est une blockchain, c'est une blockchain cool. Après, non, on va vraiment se focaliser sur Avalanche, d'autant plus que sur notre projet, il y a quand même un aspect DeFi, il y a un aspect gaming, et on va dire que Avalanche, par sa scalabilité, par les subnets aussi, même si c'est pas encore quelque chose qui est à l'ordre du jour sur i5, mais c'est une possibilité qu'on considère. Pour nous, c'est vraiment la blockchain sur laquelle on a envie de se développer. D'accord, d'accord, je comprends. Je comprends totalement. En tout cas, Mm. merci pour ta réponse. Pas de souci. Mais après, on aime beaucoup justement les projets qu'il y a sur Elrond. On voit que aussi pas mal de projets à impact Hmm. sur Elrond, notamment à Aquaverse, si je me réfère à ta photo de profil, qu'on Ouais, aime ouais. beaucoup. Ouais, Et non, c'est pour ça que franchement, je il y disais a. ça, c'est parce Ouais. je pense qu'on a beaucoup de membres qui sont vraiment très, très axés sur l'écosystème Elrond. Et Mm. je pensais de base, moi, en venant ici il y a quelques minutes, que c'était vraiment sur Elrond. Et voilà. Et du coup, je sais qu'il va y avoir plus tard un bridge, un marketplace, etc. Vu que c'est quelque chose qui va évoluer au niveau d'Elrond, je Ouais. me posais la question, voilà. Mais je pense que j'avais un peu vu quand j'ai lu le white paper rapidement tout à l'heure, que vous alliez être sur Avalanche, du coup je me posais la question au cas où. Ouais, non, mais à juste titre. À juste titre. Après, je pense que sur ces blockchains-là, sur ces layers 2, euh, au final, je pense que c'est plus le projet que la blockchain sur laquelle il est construit qui importe, mais effectivement, c'est une question qui est aussi importante. D'accord, d'accord, je comprends totalement. Et petite question pour tous les Aquaverse qui sont venus. Tous ceux qui sont venus directement ici dans ce Discord, on sera whitelist où il y a des choses à faire, ou oui, Il des me choses à semble découvrir. qu'ils ont marqué du coup dans leur thread Twitter qu'il Ouais, fallait dire le petit Hi from Aquaverse. Et si ça a été fait, d'accord. après l'AMA, on repassera les messages et on s'en occupera. Et effectivement, vous aurez une whitelist classique. D'accord, d'accord. Ok. Bah, merci en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bienvenue. Merci.
Bon, je laisse encore une minute ou deux si quelqu'un a des questions par rapport à Karel Butine et la présentation qu'il y a eu. Ensuite, je pense qu'on va terminer l'AMA pour ce soir. J'en profite pour annoncer également qu'on a une AMA aussi le 6, du coup, où cette fois-ci, on va recevoir Aquaverse, qui est un projet qu'on aime beaucoup. On a pu rencontrer l'équipe. Et effectivement, il y aura un Tic Tac Boom aussi après Maki. Ouais, Aquaverse qui est un projet super, très ambitieux. Et on partage un peu les mêmes valeurs avec i5 et on souhaite avancer dans la même direction. Donc on va les recevoir sur le Discord le 6 du coup pour une AMA où ils nous parleront de leur projet. Et vous pourrez aussi leur poser éventuellement des questions sur ce qu'ils font, ce qui est très très cool en passant. Moi, j'avais éventuellement une petite question, plus par curiosité. Donc, ce que j'ai compris, Karel Butine est principalement basé dans le sud, mais on voit que vous aviez des accords avec notamment un en Bretagne. Est-ce que c'est plus simple de gérer, enfin de faire de l'apiculture justement dans les climats un peu méditerranéens? Est-ce qu'il y a des différences notables de gestion justement des ruches ou alors justement les abeilles de chaque région sont capables de, enfin, gèrent elles-mêmes la différence qui peut être traitée? Oui, on peut dire que chaque sous-espèce d'abeille est adaptée à son climat et à son biotope. Après, il y a une plus grande diversité florale, mellifère dans le sud. C'est-à-dire qu'il y a plus de miel dans le sud de la France, c'est sûr. Ouais, du coup, Merci. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ah si, c'était juste vraiment par curiosité. Et pareil, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a forcément plus de fleurs, donc tu auras plus de différences. Et donc Ouais. après, tu disais, c'est par exemple celui le breton, lui, c'était aux fleurs de sarrasin, c'est ça? Ouais, du miel de sarrasin, qui est le miel de Bretagne typique que tous les Bretons veulent Et voilà, du coup, absolument par avoir. contre, ça crée des miels entre guillemets régionaux que tu peux pas forcément retrouver dans d'autres régions. Ouais, exactement. Après, nous, lors du parrainage, les parrains, ils vont pas recevoir que le miel du rucher ou de la ruche. Ils vont aussi recevoir du miel d'autres ruchers pour créer un petit peu une diversité. Ok. Et d'ailleurs, quand on était venu vous rendre visite, on a fait un petit atelier de dégustation ou un petit blind test où, spoiler, on avait littéralement rien deviné. Mais il y avait eu des miels vraiment étonnants. Miel d'avocat, si je me souviens bien, Ouais. de cacao, ou peut-être que je dis une bêtise là-dessus. En tout cas, il y avait Caféier. ouais, de café, pardon. Ouais. Et du coup, ouais, des variétés, enfin, en termes de goût, des goûts complètement différents, des textures complètement différentes. Et ouais, c'est assez dingue. Et sur ce que disait du coup Gaumont sur le climat, j'imagine que c'est aussi ça qui justifie le fait qu'il y a de plus en plus aussi d'hybrides de sous-espèces. C'est aussi pour rendre les sous-espèces, enfin les abeilles, plus dociles et pouvoir aussi les implanter dans différents climats. Ou c'est quelque chose qui est différent, enfin, ce qui motive du coup l'hybridation des sous-espèces. Non, l'hybridation des sous-espèces, elle se fait aussi naturellement. Parce que vous pouvez avoir des ruches positionnées à un endroit et un autre apiculteur qui a d'autres sous-espèces juste à côté. Et les ruches vont s'hybrider sans en avoir conscience. D'où la difficulté de maintenir une Mais du coup, sous-espèce. ça se fait uniquement naturellement ou il y a aussi certains apiculteurs qui cherchent justement à créer des hybrides Bien sûr, en sélectionnant justement et en faisant des sous-espèces plus dociles, en sélectionnant. exactement. Ouais. C'est ce qu'on appelle la sélection. Donc c'est soit on peut faire aussi de l'insémination artificielle, il y en a qui en font, moi j'en fais pas. Mais oui, après vous sélectionnez finalement vos abeilles, vous voyez qu'une ruche. Enfin, il faut d'abord établir les critères qui sont recherchés. Est-ce que c'est docile? Est-ce que c'est propolis, peu d'essaimage, qui fait un peu plus de miel que d'habitude? Ouais, il faut établir, et oui, en effet, chacun fait sa sélection. Mais d'ailleurs, tous les apiculteurs, ils font une sélection. Involontaire ou volontaire. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat sur Karel Butine, sur les abeilles J'aurais une petite question, moi. Yes.
toute simple, hein, pour Kael Butine. Pour résumer, en fait, quel conseil pourrais-tu donner pour un amateur qui voudrait se lancer dans l'apiculture? Il faut qu'il soit sûr pourquoi il veut se lancer. Moi, j'essaierai de savoir vraiment pourquoi il veut se lancer. Après, il peut commencer par acheter un ou deux bouquins. Il y a des bouquins qui sont un petit peu stars, le fameux Rustica. Commencer à regarder, il y a des chaînes YouTube. Il y en a deux qui sont très bien. Je pense à Une saison avec les abeilles de Léandre. On commence comme ça. Et après, si on veut aller plus loin, on va dans un rucher école. Où là, on va vraiment apprendre les bons gestes, ce qu'il faut faire. Ok, très bien. Et j'aurais une dernière petite question, moi du coup. Je voulais savoir si il y aurait s'il y a des ruches en Île-de-France, à Paris. Oui, alors il en reste, je crois, dans l'Oise, au château de Monchy. Dans l'Oise, dans le Val d'Oise ou dans l'Oise Dans l'Oise. D'accord. L'Oise. Il en reste à Monchy, il en reste à Monchy, Bailleval, je crois qu'il est complet. Et le seul choix est aussi à côté de Beauvais, par là. Beauvais, d'accord. Ouais, il doit en rester. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais vu ça. Je crois que sur quelque part sur la petite ceinture, qui sont du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est des rails, en gros, un chemin de fer qui fait le tour de Paris qui n'est plus utilisé. Il y avait des ruches qui avaient été installées aussi par là, il me semble. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Du coup, je posais la question par rapport à ça. J'avais ça Ouais. en tête. Il y avait également aussi des toits à Paris où ils avaient posé des ruches également. Mais après, Ouais. je sais plus Bah si ça, c'est. je crois que c'est quelque chose qui se fait pas mal, justement, de poser des ruches sur des toits en ville. Je sais Ouais. je crois qu'à New York, j'avais vu que c'était quelque chose qui se faisait pas mal. Et je pense que Ouais. dans d'autres grandes villes aussi. Attention, on commence à avoir une saturation quand même d'abeilles en ville. Donc voilà, Mm. c'est un phénomène D'accord. de mode et je crois qu'aujourd'hui on Mais va peut-être un c'est peu trop mauvais du loin. coup? Bah, au début c'était super bien parce qu'on s'apercevait qu'il y avait une grande diversité florale. Bah oui, parce qu'il y en a un qui a un géranium, l'autre cassis. Alors au début c'était intéressant, mais c'est devenu un tel phénomène de mode que maintenant il y en a un petit peu trop. D'accord. Et quand on se promène un petit peu des fois au mois de juillet, où il y a moins d'espèces florales, donc du coup les abeilles ont besoin de se nourrir, donc elles sont attirées par le sucre. Et donc on les voit un petit peu des fois Ah, sur les terrasses. euh, ouais, sur les terrasses, dans les poubelles. Voilà. Donc, moi je pense qu'il commence à peut-être en avoir un peu trop là, en ville. D'accord. Il faudra faire attention. Ok, bah c'était intéressant à savoir. Ouais. Super. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tout le monde d'avoir été présent lors de l'AMA. C'est vraiment cool de voir qu'il y a autant de personnes impliquées dans le projet. On est de plus en plus nombreux. Et ouais, un grand merci. Un grand merci aussi à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ce que vous faites avec Karel Butine et de répondre aux questions. C'est super. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard après l'AMA, n'hésitez pas à les mettre dans Ask. Et je ferai en sorte de relayer et on essaiera justement d'y répondre de toute manière. Encore merci Mathieu. Et Merci. je pense que peut-être que vous interviendrez plus tard à nouveau sur le Discord quand on aura installé aussi davantage de ruches dans le cadre de High Five. Ça marche. Je vous remercie. Allez, Au bonne revoir. soirée. Ciao.